Bonjour à tous. Donc j'ai eu le privilège d'être étudiant au DEA alors que Friedel donc faisait les cours. Et évidemment, ce que je vais vous dire là en quelques minutes doit beaucoup à ce que j'ai appris de lui, c'est-à-dire finalement comment réussir à construire un solide à partir de l'atome, donc d'aller de l'atome à la molécule, à l'agrégat, au solide, d'une manière limpide et lumineuse. À l'époque, ça me paraissait complètement boueux, mais maintenant, évidemment, pour tous les développements oxytroniques, je m'aperçois à quel point donc cette formation a été utile. Ensuite, je ne veux pas commencer brutalement, je voudrais quand même dire quelques mots à propos de Jacques Friedel, évidemment que j'ai connu quand il était au laboratoire. Donc d'abord, effectivement, c'était un homme de l'écrit. Et donc ici, il y a les deux derniers problèmes de DEA qu'il a posés. Donc c'est manuscrit, d'accord, évidemment, comme d'habitude. Et au hasard, l'avant-dernier problème, c'était les défauts dans les oxydes de cuivre. Donc quand il y a une lacune d'oxygène, il y a un déphasage. Donc ça, évidemment, bon. Le dernier problème, c'était sur les dislocations, l'autre grand dada friedélien, évidemment. Et donc, j'allais dire, c'était vraiment sa caractéristique. Et je me souviens, quand j'étais étudiant ici dans l'amphi à l'écouter, c'était les deux choses sur lesquelles il passait beaucoup de temps et auxquelles je ne comprenais rien. Bon. Alors, l'autre élément que je voudrais dire, c'est que depuis, évidemment, j'ai grandi et j'ai à mon tour pris des étudiants. Et à chaque fois que je prends un nouvel étudiant ou une nouvelle étudiante en thèse, je leur montre la thèse de Friedel. D'accord ? C'est la thèse de Friedel, vous pourrez regarder vous-même. Alors bien sûr, il a été formé à Bristol, il a fait un PhD, mais ça, c'est la thèse française qu'il a soutenue. Et donc là-dedans, il y a les déphasages, les oscillations, etc. Le tout dans un format assez réduit. Donc qui doit inspirer, au lieu de faire des centaines de pages pour une thèse, on peut, à condition d'avoir l'inspiration, faire cela. Alors donc, je dirais enfin que j'ai eu le privilège de jouer le chauffeur pour Jacques Friedel il y a quelques années. Il venait ici au laboratoire à l'occasion d'un colloque. Et donc, on a eu l'occasion de parler dans la voiture. Et il y avait deux choses qui étaient très présentes dans son esprit, quand bien même il avait 86 ou 87 ans, c'est que les choses sur les dislocations, sur les impuretés dans les métaux, c'était complètement fixé dans son esprit. J'ai eu le malheur de faire référence à un article de Peyers en l'annonçant comme étant de 1941, et il m'a interrompu, il m'a dit « Non, vous voulez dire 1940 ». Donc, je veux dire, sa mémoire ne l'avait pas trahi. Et l'autre élément, c'était aussi un élément très important chez Jacques Friedel, c'est les aspects formation. Il était très attaché à ça. Évidemment, c'est très clair pour tout ce qui touchait aux enseignements de DEA de troisième cycle, donc l'enseignement supérieur, mais même l'enseignement secondaire, parce que son arrière-grand-père, quand même, avait été cofondateur de l'école alsacienne. Et si je ne me trompe, je crois qu'un de ses fils a été élève à l'école alsacienne. Les deux, voilà. Donc, OK. Donc, voilà. Donc, l'éducation était quelque chose qui le tenait à cœur. Et je dois dire que ça a beaucoup résonné pour moi, parce que c'est aussi quelque chose qui est important. Voilà, donc passons à l'oxytronique maintenant, si vous le voulez bien. Donc, un peu pour motiver, donc le titre, c'est de dire finalement, évidemment, l'outil numérique, non pas le calcul numérique, mais d'accord, nos outils de la vie numérique ne seraient pas ce qu'ils sont sans la petite brique élémentaire, j'allais dire, qui est très utilisée, le transistor à effet de champ, et surtout le fait qu'on est arrivé à les miniaturiser à l'extrême en réduisant leurs dimensions, longueur, largeur et la couche d'oxyde qui, comment dire, est dans le système capacitif qui permet d'appliquer justement une tension de grille et ainsi de moduler le courant.
Mais quand on réduit en fait ces dimensions, il se passe un certain nombre de choses, en particulier le temps de transit entre l'état passant et l'état bloquant du transistor, eh ben, il diminue, donc ça c'est très positif. Je ne sais pas comment on fait ici, voilà. Donc ça c'est très bien. Mais par contre, il y a un petit souci, c'est que évidemment la tension de grille, du coup, quand on fait cette opération de réduction, elle diminue, ce qui veut dire que la différence dans le potentiel de grille entre l'état passant et l'état bloquant devient de plus en plus faible. Et quand elle devient de plus en plus faible, ça veut dire que même si on n'applique pas de tension pour le rendre passant, il y a toujours un courant de fuite. Ça veut dire que le transistor, il chauffe sans rien faire. Si vous essayez de renforcer la différence de tension de grille, eh bien, ce qui va se passer, c'est que du coup, il faut avoir moins de courant qui passe dans le système entre la source et le drain, parce que sinon, vous allez faire claquer votre transistor. Et donc, on est aussi coincé là, c'est-à-dire que du point de vue de l'intensité qu'on peut faire passer dans un tel transistor, lorsque on réduit les dimensions à champ électrique constant, eh bien, voilà le souci que l'on a. Alors les gens qui sont malins, ils ont dit on va faire ça non pas à champ électrique constant, mais à tension constante. Donc quand on fait ça à tension constante, c'est très bien, sauf que, rappelez-vous, champ électrique, c'est la différence de potentiel divisée par l'épaisseur donc de la couche diélectrique qui sert de grille. Et donc ce qui se passe, c'est que si vous diminuez l'épaisseur de la couche diélectrique, de la couche isolante, de la capacité de grille, eh bien, ça veut dire que le champ électrique, lui, il augmente. Et s'il augmente, eh bien, ça veut dire que vous faites claquer votre condensateur, enfin, le diélectrique ne résiste pas. Et puis, aussi, petit souci, c'est que la mobilité, c'est-à-dire la capacité aux électrons de traverser le circuit, eh bien, elle varie inversement proportionnellement avec la puissance 1/3 au champ électrique appliqué. Donc ça veut dire que si le champ électrique augmente, la mobilité, cette capacité pour le courant à circuler, elle devient moins bonne. Donc les gens ont dit, bon, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut chercher des diélectriques plus costauds, et puis il faut augmenter un petit peu leur épaisseur. Mais alors, je vous rappelle, l'objectif, c'est de réduire la taille de ces composants, donc de diminuer, pas d'augmenter. Et donc, ce qui se passe, c'est que si vous faites ça, et c'est ce que les gens étaient amenés à faire, au fur et à mesure que la miniaturisation a été de plus en plus développée, donc, si vous voulez, les outils numériques comportent des dizaines de millions de transistors, eh bien, malheureusement, donc, on est limité par cet effet. Ça veut dire que les gens, pour s'en sortir, pour avoir toujours plus de fonctionnalités et de puissance dans les outils numériques, ils sont amenés à avoir plusieurs cœurs. Et donc, effectivement, si vous regardez vos outils, les smartphones, les ordinateurs, etc., ils sont tous multicorps maintenant. Alors, les gens se sont dit, voilà, on arrive à la limite, on arrive à un mur technologique, c'est-à-dire on sait développer de façon extrêmement efficace des transistors à effet de champ, mais on a ce problème que la miniaturisation arrive à ses limites, et donc ils se sont dit, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser d'autres candidats? Donc en particulier, le graphène est un candidat qui est exploré. Il a un certain nombre d'avantages réels, c'est-à-dire que il a des fréquences d'opération, c'est-à-dire on peut faire des basculements avec des fréquences beaucoup plus élevées que pour les semi-conducteurs traditionnels, et la pureté, c'est-à-dire la capacité au courant de circuler dans le système est beaucoup, beaucoup plus élevée à la température ambiante que pour les semi-conducteurs utilisés dans les technologies actuelles. Mais finalement, il y a d'autres candidats. Et ces autres candidats, c'est les oxydes de métaux de transition. Alors, a priori, ce n'est pas les candidats les plus naturels, parce qu'on a un ion de métal de transition qui est au centre d'une cage d'oxygène, par exemple. Donc là, dans ce petit dessin qui est là. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à la base, les électrons de cet objet, de cet ion de métal de transition, les électrons sont plus près du noyau, donc déjà, ils ne veulent pas tellement quitter le noyau. Donc, ça veut dire, entre guillemets,
que les bandes électroniques qu'on peut constituer quand on a un solide sont plus étroites. Mais en plus, quand les électrons arrivent à migrer pour sauter d'un motif vers le motif suivant, eh ben, ils doivent passer par un oxygène qui veut capter l'électron. Et donc, ça veut dire en fait qu'une structure telle que celle-ci, fondamentalement, elle est plutôt isolante que conductrice. En tout cas, elle est plus mauvaisement métallique que d'autres systèmes. Mais néanmoins, sur les quelques exemples qui sont indiqués ici, on s'aperçoit que dans l'utilisation technologique de ces objets, il y a un intérêt. Donc ici, on a un exemple de supraconducteur à haute température critique, d'accord, donc IBAQO, l'oxyde de cuivre avec de l'yttrium et du barium. On a ici donc une manganite, c'est-à-dire un matériau à magnétorésistance colossale, donc non pas géante mais colossale. Ici, on a un composé qui est ce qu'on appelle multiféroïque. Et donc, en tout cas, dans tous ces systèmes qui sont là, j'allais dire qu'il y a cette espèce de lutte entre l'aspect coulombien qui voudrait localiser, rendre isolant le matériau, et puis les largeurs de bande qui, elles, voudraient plutôt les rendre métalliques, c'est-à-dire on peut potentiellement avoir des transitions métal-isolant. La structure de ces matériaux montre qu'en plus, toutes les caractéristiques de structure, le fait qu'il y a plusieurs orbitales pour les ions D également, vont certainement jouer un rôle. Donc les aspects de champ cristallin et les aspects multi-orbitales sont certainement importants. Quel est l'avantage de penser à de tels matériaux pour faire des nouveaux transistors? L'avantage, c'est que, à la base, ce sont des isolants. Donc si d'une manière ou d'une autre, vous arrivez à produire des électrons, c'est-à-dire à provoquer une transition métal-isolant dans ces matériaux, vous pouvez le faire d'une manière très locale. Donc tout ce qui est, j'allais dire, fuite est moins critique, moins problématique, parce qu'à la base, vous avez un matériau qui est isolant et simplement, localement, vous avez réussi à le rendre métallique. En plus de ça, j'allais dire que ce passage local concerne tous les atomes de la région concernée, ce qui veut dire que du point de vue des concentrations électroniques que vous pouvez réaliser dans ces systèmes, c'est a priori beaucoup plus élevé que dans le cas traditionnel des semi-conducteurs. Mais il y a quand même un mais, et ce mais, c'est que malheureusement, ces matériaux, ils sont très sensibles à tout ce qui peut être désordre, et donc du coup, la mobilité, elle est bien moins bonne que dans les semi-conducteurs traditionnels. Donc ici, j'ai montré à titre de comparaison ce qui se passe pour l'arsenure de gallium, c'est-à-dire le matériau qui est utilisé pour les transistors à effet de champ, par exemple, actuellement. Et donc, vous voyez qu'on atteint 36 ou 37 millions de centimètres carrés par volt seconde à basse température. Mais pourtant, si on regarde les oxydes, alors un oxyde à base d'oxyde de zinc, on s'aperçoit que la mobilité, elle est déjà à plus d'1 million à basse température. Évidemment, ça se dégrade quand on va à température ambiante, mais ce qu'il faut voir, c'est non seulement cet aspect-là, mais regardez, la courbe temporelle n'est pas du tout la même. C'est-à-dire que si on plaçait en temps, là c'est entre 2007 et 2015, c'est-à-dire sur 8 ans, alors que si on regarde le transistor à effet de champ, évidemment, là on parle d'une plage temporelle beaucoup plus importante. Voilà, et donc, effectivement, donc, par technique de croissance AG moléculaire, eh bien, on peut avoir des mobilités, dans le cas de ZNO, d'alliage de ZNO, qui dépassent 10 puissance 6 cm² par volt seconde, avec des concentrations qui sont tout à fait comparables à celles que l'on a dans les semi-conducteurs traditionnels. Et puis, là, c'est, si j'ose dire, le bébé, le dernier né. Donc, Claudine, à la fin de son exposé, a parlé de cette hétérostructure aluminate de lantane, titanate de strontium. Eh bien, ici, on a 1 million de transistors à base de cette hétérostructure, avec, j'allais dire, il est vrai, il faut quand même reconnaître ce qui est, tous ces transistors ne sont pas actifs. C'est-à-dire il y a à peu près entre 15 et 20% de ces transistors qui effectivement fonctionnent, mais c'est à la température ambiante, et donc ce n'est pas simplement, j'allais dire, une utopie, mais c'est bien une réalité.
Alors ici, simplement, évidemment, là, il n'est pas question de faire une incursion dans la théorie, si ce n'est pour expliquer que un des effets de la sensibilité extrême de ces systèmes au désordre, c'est le fait que même si vous avez un métal, mais si c'est un métal qui est confiné, donc plutôt bidimensionnel, eh bien, ce qu'on appelle l'effet de localisation d'Anderson vous dit que même si c'est un excellent métal à la base, enfin ce que vous penseriez, dès que vous abaissez la température, ce système se transforme en un isolant. Alors, je viens donc vers le système qui nous intéresse, auquel Claudine a fait allusion. D'accord, ok. Et donc, voilà, alors on a deux isolants de bande, le titanate de strontium et l'aluminate de lantane. On les fait pousser selon la direction 001 et on termine le titanate de strontium par le plan TiO2. Tous ces plans sont, ces plans-là, pour SrTiO3, sont neutres électriquement. Et par contre, pour l'aluminate de lantane, on le termine par l'oxyde de lantane. Et si on compte simplement la valence, on s'aperçoit qu'ici, on a une charge positive qui s'accumule. Et donc, évidemment, il y a une discontinuité polaire à laquelle Claudine a fait allusion. Et ce qui se passe, c'est que lorsqu'on fait pousser 4 cellules unités de cet aluminate de lantane, on s'aperçoit qu'il y a une couche métallique qui apparaît à l'interface du côté du titanate de strontium. Et c'est une transition brutale, métal isolant, c'est-à-dire ici, tant qu'on n'a pas atteint les 4 cellules unités, on a un isolant, puis boum, on a de la conductivité au-dessus. Voilà, alors non seulement on a ça, mais si on continue à baisser la température, cette couche métallique devient supraconductrice. Et puis, ce n'est pas tout. Non seulement on a une couche qui est métallique, et puis si on abaisse la température, devient supraconductrice, mais en plus, on s'aperçoit que si on regarde la magnétorésistance de ce matériau, eh bien, lorsque on augmente la tension, c'est-à-dire dans le système, la tension de grille, c'est-à-dire si on dope la couche métallique du système en appliquant une différence de potentiel, eh bien, on s'aperçoit que quand on part de là, de ce régime, la magnétorésistance ici est négative. Ça, c'est complètement attendu par les effets de localisation, aucun problème. Mais quand on va vers la droite, eh bien, on s'aperçoit que la magnétorésistance devient positive, c'est-à-dire que le système, il a une interaction, il a un effet spin-orbite extrêmement fort qui se développe. Donc, on a un système qui est métallique, potentiellement supra, et qui a un fort impact, un fort effet, qui est spin-orbite. Mais ce n'est pas tout, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des signatures de magnétisme dans ce système. Et donc, métal, supra, spin-orbite et magnétisme. Et donc là, maintenant, on se dit, mais comment tout ça arrive à coexister? Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut se poser la question. La question que l'on doit se poser si on s'intéresse à la technologie, c'est de dire, ça veut dire que le système, potentiellement, il a plusieurs états fondamentaux qu'il peut atteindre, et donc, quel est le bouton qu'on peut tourner pour faire agir le système et précisément le faire transiter, c'est-à-dire le transformer en un transistor. Voilà, donc très bien. Et cette coexistence donc, est symbolisée par ceci. Donc en particulier, on s'aperçoit que si on regarde cette image qui est là, il y a dans la phase supraconductrice du matériau la signature de régions qui, elles, sont magnétiques. Généralement, magnétique, mais ferromagnétique. La température de ferromagnétisme est de l'ordre de la centaine de degrés Kelvin et la température de supraconductivité est de l'ordre de 300 millikelvin. Donc généralement, ça ne fait pas bon ménage. Donc il faut expliquer tout ça. Alors évidemment, là, il doit me rester 0,5 minutes. Dis-moi. 43 secondes. 43 secondes, d'accord. Donc,
Très bien, donc en 43 secondes, je n'aurai pas le temps de vous donner toutes les explications et toutes les clés, mais je veux dire, ça, c'est l'intérêt, c'est-à-dire moi, en tant que théoricien, d'un point de vue de la physique fondamentale, j'essaye d'expliquer ces phénomènes et ces existences possibles et simultanées d'un certain nombre d'états fondamentaux qui, pour certains, ont l'air d'être incompatibles. D'accord ? Donc, évidemment, il y a un certain nombre d'ingrédients. Il y a le fait qu'il y a plusieurs orbitales dans le système. Il y a le fait qu'il y a un confinement, c'est-à-dire on a une couche métallique qui est confinée, qui joue un rôle également. Et puis, alors je ne résiste pas à l'idée de dire que parmi les dernières pistes que nous explorons, enfin les plus récentes que nous explorons, c'est l'intervention d'un caractère topologique de cette couche métallique qui permettrait justement de tolérer plusieurs états a priori incompatibles les uns avec les autres. Donc ce travail, enfin tout, évidemment là j'en ai rien dit de notre activité, mais comme l'a dit Thierry, elle s'est développée il y a, on va dire, une dizaine d'années, cette activité oxytronique, et l'impulsion a été cette collaboration avec l'équipe de Genève de Jean-Marc Triscone, donc elle a été très fructueuse, mais sur le plateau de Saclay, il y a tout un développement oxytronique qui se fait, qui englobe plusieurs laboratoires, le nôtre évidemment, mais plusieurs autres laboratoires de l'Université Paris-Sud, également Thales, avec lesquels nous avons des collaborations, et j'espère, parce que vraiment ça le mérite, je pense, que cet intérêt, cet engouement, il va se développer dans les années qui viennent. Voilà, je vous remercie.